Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un peu la relation, qui est assez complexe d'ailleurs, entre l'utilisation des médias sociaux et ce que mangent les ados. Pour ça, on s'appuie sur une étude scientifique assez costaud, Bytes and Bytes. Elle est parue dans Pediatrics Research et elle analyse les données de, tenez-vous bien, plus de 222 000 jeunes dans 41 pays. C'est basé sur l'enquête Health Behavior in School Age Children. Vraiment une grosse base. L'objectif ici, c'est de comprendre comment, disons, différents types d'usage des réseaux, l'usage excessif, donc la fréquence, et l'usage problématique, qui ressemble plus à une addiction, comment tout ça est lié à leur alimentation. Fruits, légumes, sucreries, boissons sucrées, et même le petit déjeuner. Alors, on va essayer de décortiquer ça ensemble. Oui, et c'est un sujet crucial. L'alimentation à l'adolescence, ça pose les bases pour la santé future, on le sait. Le truc, c'est que malgré tout ce qu'on sait sur les bénéfices d'une bonne alimentation, les mauvaises habitudes, elles sont quand même très présentes chez les jeunes. Et là-dessus, les médias sociaux, qui sont partout maintenant, jouent un rôle d'influence, c'est sûr. Un rôle croissant et assez nuancé comme cette étude le montre bien. Justement, cette nuance, l'étude la pose d'emblée en distinguant deux concepts. D'abord, ce qu'ils appellent l'utilisation excessive, les SMU. En gros, être connecté presque tout le temps, via Facebook, WhatsApp, Snap, etc. Et ça touche un peu plus les filles apparemment, 37,7% contre 31,1% pour les garçons. C'est ça. Et à côté, il y a l'utilisation problématique, la PSMU. Là, on n'est plus juste sur le temps passé, mais sur des symptômes qui ressemblent à une addiction. La préoccupation constante, le fait de négliger d'autres activités importantes, les devoirs, le sport, parfois même des conflits avec l'entourage à cause de ça. C'est aussi un tout petit peu plus fréquent chez les filles, 8% contre 6,7% chez les garçons. Donc la distinction est importante, beaucoup de temps ce n'est pas forcément problématique au sens clinique du terme. D'accord, c'est clair. Et alors, qu'est-ce que l'étude trouve comme lien général avec l'alimentation? Alors le premier constat global, c'est que les deux, l'usage excessif et l'usage problématique, sont associés à une qualité alimentaire, disons, moins bonne en général, si on compare à une alimentation jugée pauvre par l'étude. Mais, et c'est là que, la nuance intervient vraiment, l'usage problématique, la PSMU, semble avoir un impact globalement plus négatif sur les habitudes saines. C'est ce qui ressort fortement. Ah, d'accord. Et c'est là que ça devient super intéressant, j'imagine, quand on regarde aliment par aliment. Exactement. Pour la PSMU, donc l'usage problématique, c'est associé à une consommation plus faible de fruits et de légumes au quotidien, et aussi une probabilité plus faible de prendre un petit déjeuner tous les jours. Par contre, attention, c'est lié à plus de sucreries et de boissons sucrées. L'étude utilise des odds ratios, des codes de risque pour mesurer ça. Par exemple, pour la bonne alimentation versus la pauvre, chez les filles avec PSMU, le OR est de 0,36. Ça veut dire qu'elles ont grosso modo presque 3 fois moins de chances d'avoir une bonne alimentation. C'est vraiment une association négative très très marquée. Ok, ça paraît assez intuitif, disons. Moins de bonnes choses, plus de mauvaises quand l'usage devient problématique. Mais alors, qu'est-ce qui se passe avec l'usage juste excessif, le SMU? Alors là, on retrouve des points communs. C'est aussi lié à plus de sucreries et de boissons sucrées, et aussi à moins de petits déjeuners quotidiens. Ça ne change pas. Mais, et c'est la grosse surprise de l'étude, je trouve, l'usage SMU est associé à une consommation quotidienne plus élevée de fruits et de légumes. Ah bon? Oui, par exemple, les garçons qui ont un usage excessif ont environ 27% de chances en plus, OR de 1,27, de manger des fruits tous les jours. Et pour les filles, c'est 14% de plus, OR 1,14. Alors ça, c'est étonnant. Donc, passer beaucoup, beaucoup de temps en ligne, mais sans que ce soit problématique, ça pourrait coïncider avec le fait de manger plus de fruits et légumes? Comment ils expliquent ça dans l'étude, ce paradoxe? Ils avancent plusieurs pistes. Pour les sucreries, qui augmentent dans les deux cas, l'influence des copains qui partagent des photos de malbouffe, le marketing alimentaire hyper ciblé sur les jeunes sur ces plateformes, ça semble assez évident. Pour l'usage problématique et la baisse des fruits et légumes, ils évoquent les liens possibles avec des problèmes de santé mentale, comme le stress, l'anxiété, voire la dépression, qui sont souvent associés à la PSMU. Il y a aussi ce qu'on appelle le mindless eating, tu vois, manger sans y penser, en scrollant. Et puis, tout simplement, le manque de temps ou d'énergie pour préparer des repas sains quand on est complètement absorbé par les écrans. D'accord, ça se tient. Et pour le lien inverse,
L'usage excessif et plus de fruits et légumes? Là, c'est peut-être un cocktail de plusieurs choses. D'un côté, oui, la comparaison sociale, l'image corporelle, qui peut pousser certains jeunes à adopter des régimes perçus comme sains, mais aussi, paradoxalement, une exposition plus grande à du contenu positif, des recettes saines, des tendances healthy, des partages d'influenceurs ou d'amis qui, eux, mangent équilibré. Donc, on verrait les deux côtés de la médaille, en quelque sorte. Quant au petit déjeuner qui saute souvent dans les deux cas SMU et PMU, ça serait plutôt lié au manque de temps le matin ou à des routines de sommeil complètement décalées par l'usage tardif des écrans. Logique finalement. Et est-ce qu'il y a des différences notables entre les filles et les garçons dans tout ça? Oui, l'étude le souligne. Par exemple, l'association négative entre l'usage problématique PSMU et la consommation de fruits et légumes, elle est plus forte chez les filles. Les auteurs suggèrent que ça pourrait venir d'usages différents des réseaux. Peut-être que les filles les utilisent davantage pour l'interaction sociale, le soutien émotionnel, ce qui pourrait créer une dépendance plus forte qui perturbe plus les routines, y compris alimentaires. C'est une hypothèse. D'accord. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, l'image est vraiment contrastée, hein. L'usage problématique des réseaux sociaux, ça semble clairement mauvais pour les habitudes alimentaires saines des ados. Moins de fruits, moins de légumes, moins de petits déjeuners. Mais l'usage simplement excessif, même s'il est lié à plus de sucreries et moins de petits déjeuners lui aussi, il coïncide de manière assez surprenante avec une plus grande consommation de fruits et légumes. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Quelles conclusions on peut en tirer? La conclusion principale, c'est qu'il faut surtout pas avoir une approche simpliste du genre «les écrans c'est mauvais pour ce que mangent les jeunes, point». C'est plus compliqué. Il faut vraiment distinguer les types d'usages et adapter les messages, les interventions. L'éducation à un usage critique, responsable des médias, c'est fondamental. Tout comme, bien sûr, l'éducation nutritionnelle. L'étude suggère aussi que les plateformes elles-mêmes pourraient avoir un rôle à jouer, peut-être via l'intelligence artificielle pour pousser des contenus plus sains. Et bien sûr, il y a la question de mieux réguler la pub pour la malbouffe qui est omniprésente. Et surtout, l'étude appelle à aller plus loin que ces grandes associations. Il faudrait collaborer avec les entreprises technologiques pour comprendre vraiment les mécanismes fins. C'est quoi le contenu exact qui influence? Dans quel contexte on l'utilise? Combien de temps exactement? C'est ça les prochaines questions. Et ça nous laisse avec une question pour réfléchir peut-être. Si un usage très intense, mais qui n'est pas problématique, peut aller de pair avec certains aspects d'une alimentation plus saine, comment est-ce qu'on pourrait activement utiliser ou même concevoir ces plateformes, pas juste pour limiter les dégâts, mais pour vraiment encourager de bonnes habitudes alimentaires chez les jeunes? Quelle serait la clé en fait pour transformer cette influence qui est souvent vue comme négative en quelque chose de positif?